La confiance, elle est situationnelle, elle se décrète pas. Les gens veulent avoir confiance en eux tout le temps, dans tous les moments. Mais c'est impossible. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Adrien Rivière, explorateur de la pensée humaine et de ses nuances, passionné par l'art de raconter et de comprendre les autres. Bonjour Adrien. Bonjour Thierry. Alors Adrien, tu es né dans une famille de militaires avec un père aviateur et une maman dévouée à son foyer. Tu grandis entouré de valeurs de solidarité et de rigueur dans l'Est de la France avant de t'installer en Vendée. Mais pour toi, l'enfance, malgré un cadre aimant, est marquée par une différence, une maladie auto-immune diagnostiquée à l'âge du CP qui occasionne la perte intégrale de tes cheveux et te donne très jeune la conscience aiguë de ta différence. Mais aussi une détermination qui te pousse à ne jamais te laisser définir par les circonstances. Tu es cet enfant à la casquette, déterminé à s'intégrer, à apprendre et à toujours aller de l'avant. Très vite, ta curiosité et ton amour de l'école deviennent des moteurs puissants et te conduisent à briller dans tes études. Le goût de l'effort et la persévérance inculqués par tes parents te mènent en prépa à Nantes, puis à l'ESCP, une école qui t'ouvre de nouveaux horizons et contribue à nourrir une grande curiosité. À Paris, tu plonges dans l'effervescence de la capitale, dans ses musées, ses théâtres et ses rencontres. La ville devient le cadre d'un apprentissage infini où tu découvres aussi ta passion pour l'éloquence qui va marquer un tournant décisif dans ta vie. Ta rencontre avec les concours d'éloquence révèle une part essentielle de ta personnalité, cette capacité à prendre la parole, à toucher et à marquer les esprits. Tu excelles dans cet exercice, tu remportes de nombreux prix et bientôt les portes s'ouvrent. Hachette te repère et te propose d'écrire ton premier livre sur le sujet que tu relèves avec une passion monomaniaque que tu décris presque comme une obsession. Ce projet te conduit à une première publication et confirme ta voix, celle des mots, de l'expression et de la transmission. Puis, la vie professionnelle te propose de nouvelles opportunités. Plutôt que de céder aux sirènes d'une carrière classique et lucrative, tu choisis de devenir plume pour des dirigeants, un métier qui t'amène à accompagner Clara Guémard chez General Electric. Et cette première expérience marque le début d'un parcours où tu jongles entre le monde de l'entreprise et tes propres projets d'écriture. Mais la liberté te manque et c'est chez Brightness, une agence d'accompagnement à la prise de parole pour dirigeants, que tu redécouvres l'authenticité de ta mission, mettre les autres en lumière, les pousser à se raconter pour révéler ce qu'ils ont de plus précieux en eux. Finalement, cette quête de liberté d'expression te conduit à prendre ton envol en indépendant. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnalités variées, artistes, scientifiques, dirigeants, à partager leur vision du monde dans des récits inspirants. Les livres d'entretien deviennent ton nouveau terrain de jeu, notamment avec Enki Bilal, Marc Duguin ou encore Jean-Marc Rochette. Des rencontres où chaque échange est une source de découverte et de défis. Porté par une profonde conscience écologique, tu mets aussi ta plume au service de causes qui te tiennent à cœur, peut-être aussi pour lutter à ta manière contre l'éco-anxiété. Adrien, ton parcours est marqué par la passion pour l'expression et reflète une quête vitale de sens et de liberté. Tu es un véritable passeur d'histoire, un artisan des mots. À travers chaque récit, tu tisses des liens pour sonder la complexité de l'âme humaine. C'est cette capacité à transformer l'intime en universel, à rendre visible l'invisible, qui t'amène aujourd'hui ici pour partager non seulement ton parcours, mais aussi cette quête de sens et de transformation qui anime chaque vie que tu racontes et la tienne tout autant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Adrien, j'ai envie de te faire réagir sur ce chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est beau déjà, merci beaucoup, très beau. C'est difficile d'entendre ce parcours parce que moi, tu sais, j'aime pas trop les choses linéaires. Tu sais, les choses où tu regardes dans le rétroviseur et puis tu essayes d'expliquer comme un jeu de dominos qui tomberait, comment l'un a provoqué la chute de l'autre. En fait, en t'écoutant, je me suis dit surtout, c'est vrai qu'en fait, c'est génial ce que je fais. C'est-à-dire, c'est con à dire, mais c'est vraiment ça, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, mon métier, c'est de travailler les mots. De les écrire, amener les autres à mettre les bons mots sur les bonnes sensations qu'ils ont, à le partager aux autres. Et je fais ça pour des films, pour des livres, pour des magazines, pour des conférences. Et c'est quand même assez génial. Et je me rends compte, voilà, en t'écoutant que
Ouais, je masque pas une certaine forme de fierté d'être arrivé là et de me dire que c'est vrai que quand je me réveille le matin, c'est une fierté et c'est une joie. Donc c'est ça qui me marque surtout. Parce qu'on va y revenir, mais je suis pas trop quelqu'un qui aime regarder le passé et s'y attarder. Donc ce que je retiens surtout, c'est cette deuxième partie-là. C'est ce que je vis actuellement et ce qui vibre en moi actuellement. Alors, tu le disais un petit peu avec l'analogie des dominos, j'ai le sentiment que ton parcours est plus lié à une transformation qu'à une véritable vocation, un appel. Mais est-ce que tu l'imaginais, ce parcours finalement que tu as réalisé jusqu'à maintenant? Pas du tout, mais d'aucune façon. C'est-à-dire que, en tout cas, je l'ai jamais envisagé comme ça. C'est vrai que souvent, quand on regarde peut-être mon parcours, on pourrait se dire que il a eu cette idée en tête, c'est-à-dire que il s'est préparé, il a mis un plan sur pied. Mais en réalité, c'est pas comme ça que j'envisage. Évidemment qu'on pourrait reconstruire l'histoire comme ça, a posteriori. Mais a posteriori, j'ai plutôt suivi ce qui me semblait être là où ça vibrait positivement. Je le dis bêtement, mais c'est toujours la même histoire. Je veux dire, le matin, tu veux te lever pour quelque chose que tu as envie de faire. Moi, le matin, alors je travaille évidemment toujours avec mon ordinateur, je dois avoir envie d'ouvrir cet ordinateur. Si c'est pas le cas, franchement, je suis pas au bon endroit. Et donc, c'est comme ça que je prends le pouls, si tu veux, de ce que je fais. Et il s'avère que ça provoque des choix. Et quand on se retourne, effectivement, comme tu es en train de le faire, on peut expliquer ces choix. Et peut-être qu'on peut en déterminer des lignes de fond. Mais dans ma manière de le vivre, franchement, au quotidien, c'est purement cette simple idée de est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça ajoute chez moi du bonheur, de la joie, de partager, de faire les choses? Et c'est ça qui me guide. C'est comme ça que, en tout cas, j'essaye d'avancer, sans trop faire de plans sur la comète et le futur. Donc plutôt écouter quelque part sa résonance, plus le corps que l'esprit. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fait appel à nos centres d'énergie? Et ça serait intéressant de voir, une fois qu'on a fait ce constat et ce diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement pour mieux s'aligner. C'est un peu le thème de ce podcast, de cheminer finalement vers qui on est vraiment et essayer de se rapprocher de ces centres d'énergie dont tu parles. Mais sur ce point-là, qui est très important pour moi, c'est que souvent j'ai le sentiment que, et je n'invalide pas ce que je vais, enfin l'hypothèse que je vais soutenir, c'est que tu te mets en tête que tu cherches qui tu es. Donc tu peux avoir tout un tas de processus psychanalytiques, psychologiques, introspectifs, tout un tas de méthodes, de manières de faire pour savoir qui tu es. À partir de cette détermination-là, qui peut changer évidemment et évoluer, mais quand même tu sais un certain nombre de choses sur toi, tu imagines un futur. Tu te projettes en disant moi je sais que je suis comme ça ou que j'aime ça, du coup je veux aller là. Je comprends ce schéma-là, je vois comment il peut fonctionner. Et c'est pour ça que je dis que je ne l'invalide pas. Mais en revanche, j'y suis étranger. C'est-à-dire que j'adore avancer en étant surpris. C'est-à-dire que j'adore avancer en ayant le sentiment en faisant un projet que « Ah oui, je suis comme ça. Ah bah oui, c'est vrai. » Et je l'avais pas théorisé ou je me l'étais pas dit. Ou alors quelqu'un me disant « Mais évidemment que t'es comme ça. Enfin, t'as toujours été comme ça. Ou ces 5 dernières années, depuis que je te connais, il est évident que c'est toi. » Mais j'adore la sensation de le découvrir en faisant. Chez moi, il y a quelque chose, je pense, qui est très déterminant, c'est que je fais les choses. Je suis quelqu'un qui est tourné à 1000%, à 10 000% sur l'action. C'est-à-dire que j'adore lancer 1 milliard de choses, faire les choses, être dans le faire. Et c'est Gilles Deleuze, le philosophe, qui disait que faire, créer, c'est penser. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire que je crois beaucoup que c'est super de théoriser. J'adore ça. C'est une partie de mon métier, donc c'est vraiment une jouissance intellectuelle fantastique. Par contre, c'est aussi génial de faire passer la pensée à l'action. Ouais. Et donc, j'agis, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui lance 1 milliard de projets. Quand les gens me rencontrent, ils disent « Mais attends, mais t'as combien de casquettes? Tu fais combien de trucs ?» Et je leur fais « Oui, mais je pense, en fait. Je fais, mais là, je pense. Là tu es en train de voir une pensée en action. » Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. Adrien, j'avais une première question qui me brûle un peu les lèvres, que j'ai envie de te poser. En tant que conteur d'histoire, quel a été le récit parmi tous ceux que tu as pu raconter qui est le plus résonné en toi, au point peut-être de te transformer toi-même? Wow, ça c'est une question hyper difficile. Elle est difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui a du mal à répondre de manière définitive à ce type de questions. Il y a tellement de parcours qui m'ont inspiré, dans tellement d'univers différents, à des époques tellement différentes, que j'aurais presque peur de mal répondre en disant que ce parcours-là, je m'y suis identifié
et il m'a transformé. Je suis incapable de dire ça. En vrai, ce que j'adore faire, ce qui me maintient presque en vie d'un point de vue de la curiosité, encore une fois de la surprise et de la découverte, parce que ça c'est mon métier, c'est vraiment de comprendre chacun de mes interlocuteurs, chacune de mes interlocutrices, ce que tu fais un peu, c'est-à-dire d'où ils viennent, c'est quoi le parcours, comment ils pensent le monde et s'intéresser à cette altérité-là. Et ça m'inspire, même si c'est parfois pas du tout moi. Tu vois, moi je travaille beaucoup avec des artistes, comme tu l'as dit, et je fais accoucher leurs pensées sur le monde, ça c'est mon métier. Il y a des fois, je suis complètement en désaccord. Je me dis, ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout, du tout. Et en même temps, ça me nourrit autant que la personne qui me ressemblerait beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je veux pas choisir le récit qui collerait à ce que je pense être, ou même au récit que je ferais de moi. Je préfère plutôt me dire, attends, ce qui est intéressant, c'est au contraire, c'est la diversité incroyable de ce que ça résonne parce que ça questionne tes croyances. Exactement. En fait, ça me fait bouger. Tu vois, je te donne un exemple très concret parce que il faut être très concret. On enregistre ce podcast, cette conversation au moment où le Vendée Globe vient de partir. J'ai toujours regardé le Vendée Globe de très très loin. Je sais, comme tout le monde, que c'est une espèce de grande course autour du monde, etc. Là, parce que je le répète et tu l'as dit, je suis monomaniaque, obsessionnel sur des sujets. Je m'intéresse comme un dingue au Vendée Globe. C'est la première fois que ces 40 skippers qui viennent de partir, je peux t'en parler des heures, c'est bon. Je commence à connaître les termes techniques marins, je connais la course, je me connecte tous les midis pour le bilan de la journée passée sur le site du Vendée Globe. Je deviens fou et je découvre des psychologies des marins, mais de ce que c'est vraiment. Et j'ai envie de faire des projets avec eux, de les interviewer, d'aller les voir, de les comprendre. Et comme tu le dis, mais parce qu'en fait, un marin qui regarde le monde, mais c'est pas du tout le même monde qui regarde. C'est pas du tout le mien. Et ça me bouleverse. Voilà, c'est ça, ce récit-là, aujourd'hui, parce que là, c'est ma monomaniaquerie du moment, c'est ça. Mais ça sera, dans X mois, autre chose. Et ça me fera bouger d'autant. C'est pour ça que je peux pas te répondre sur un récit, parce qu'en fait, j'en découvre autant, et ils s'enrichissent, ils se surajoutent, ils se complexifient. Toi, il y en a pas un qui remplace l'autre. Et tu vois, ton podcast, c'est une histoire de chemin. Bah moi, j'irais questionner immédiatement en disant, mais en fait, c'est des chemins de manière quantique, presque, tu sais, en parallèle. C'est-à-dire, tu marches, tu penses marcher sur un chemin, mais en fait, tu es en train d'en marcher sur 122 à la fois. Et ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus intellectuellement. Et c'est en tout cas comme ça que j'essaye de penser plutôt mon parcours aussi, en réseau, en rebond, en chemin superposé. Et franchement, peut-être parce que j'ai peur de choisir, tu vois, je veux juste faire le plus de choses possible. Ou peut-être que tu jouis de l'ensemble de ces chemins, de la combinaison de ces chemins qui finalement nous forment autant que nous formons notre chemin, quoi. Donc tu te nourris de l'ensemble de ces chemins, de ces cheminements et de ces parcours que tu croises, qui croisent nos existences, et je l'entends très bien. Adrien, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation. On a vu que toi, dans ton parcours, tu en avais subi plusieurs, ou en tout cas, si c'est pas subi, en tout cas, peut-être voulu. Comment toi, tu as pris conscience de ce potentiel de transformation, et comment tu as procédé pour finalement trouver ton chemin? On a un petit peu abordé déjà ce sujet, mais intéressé d'avoir peut-être plus de substance là-dessus. Écoute, je pense qu'il y a deux choses qui sont fondamentales, dont l'une que tu as mentionnée, qui est que très jeune, j'ai eu cette maladie auto-immune, qu'en fait c'est votre propre corps qui vous attaque, et donc votre thyroïde qui régule les hormones fonctionne mal. Et donc c'est pas très grave, c'est pas très douloureux, c'est-à-dire vous ne souffrez pas, ça ne me provoque aucune douleur, je dors très bien, enfin vous voyez, c'est pas handicapant. En revanche, ça provoque une différence physique potentielle, en tout cas qui chez moi s'est déclenchée assez tôt, c'est la perte totale des cheveux. Donc aujourd'hui, je porte une prothèse capillaire, mais quand j'étais jeune, j'avais une casquette que tu as mentionnée. Mais la casquette, en fait, révélait encore plus la différence d'une certaine manière. Ça attirait l'œil encore plus, parce qu'il faut imaginer que cette casquette, vous la gardez en classe, vous la gardez partout. Alors que normalement, tous les élèves sont censés enlever leur casquette, mais Adrien la garde. Donc en réalité, vous comprenez immédiatement cette différence. Et j'ai été éduqué par mes deux parents, que j'aime tant, dans ce que j'ai d'abord considéré comme une forme de dureté, qui était que quand je rentrais parfois le soir, marqué par le regard des autres, par les moqueries ou par un regard que j'estimais comme un jugement, et ce qui est normal, et j'en veux à personne, j'aurais fait la même chose, et parfois j'imagine que je fais la même chose avec des gens que je croise dans la rue. Mes parents me disaient, écoute, tu sais,
garde la tête haute, avance, fais ce que tu as envie de faire, poursuis ton chemin. Je pense que ce qu'il me disait, c'est que tu montreras aux autres que tout ça est pas bien grave. Et donc toujours quand même dans cette idée, et j'y reviens de faire. Hein, c'est-à-dire, essaye pour ne pas subir peut-être, à un moment donné, pose-toi des questions, interroge-toi, mais par contre, à un moment donné, vraiment, fonce, passe à l'action. Donc ça a été très important pour moi, parce que j'ai jamais eu le sentiment d'y passer trop de temps, de trop remuer ça, et que, évidemment, ça me constitue à 1000%, mais en revanche, ça a été immédiatement quelque chose tourné vers l'action. Mmh. Et donc ça, c'est une première chose, et je pense que ça vient aussi de là. Après, la deuxième chose, c'est que quand je suis né le 8 janvier 91, donc dans l'est de la France, à Remiremont, le temps était assez mauvais, et quelques jours plus tard, mon grand-père, donc le père de ma mère, pour venir me voir, a pris la voiture, et malheureusement, sur le chemin pour venir me voir, s'est tué. Donc, je ne sais pas ce que ma mère a pu vivre dans ces heures-là. Je ne sais pas ce que mon père aussi a pu vivre à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ma mère adorait son père de tout son cœur et que elle venait d'avoir un nouvel enfant, perdre son père. Donc, ce qui s'est joué là, en tout cas la manière dont moi je me le raconte, c'est que ma mère m'a toujours élevé en disant « Tu sais, Adrien, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. » Et en fait, elle le disait pour ça. C'est que ça peut s'arrêter vraiment quand je reprends mon vélo tout à l'heure pour rentrer chez moi. Et quand j'ai pris des décisions dans ma vie de déposer 2 fois ma démission chez General Electric, puis chez Brightness, de faire autre chose, en vrai, je pense que j'avais toujours ça en tête. C'est-à-dire cette idée que, tu sais, ça, c'est pas bien grave. En vrai, tout peut s'arrêter. Là, on parle vraiment d'un sujet, franchement, si tu prends un peu de recul, tu vas y arriver. Et puis, au pire, si ça se passe mal, tu reviendras dans une entreprise plus classique. Et puis, tu reprendras les choses, etc. Mais ces 2 éléments-là, je pense que chez moi, ils sont très, très forts. Ça veut pas dire que le chemin est pas dur, mais ça veut juste dire que ça, c'est plus fort. C'est-à-dire que ça l'emporte toujours. C'est-à-dire garder la tête haute et avancer, faire. Et puis, tout peut s'arrêter. Et puis, ça va vite. Donc je me dis, ah non, là Adrien, il faut que tu y ailles, quoi. Il faut foncer. Quoi. D'accord. Et peut-être de ton expérience, pour ceux d'entre nous qui sont plus dans un peu l'inhibition de l'action et qui ont du mal à se mettre en mouvement, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour se mettre en chemin, précisément? Écoute, toujours difficile de donner des conseils parce que nos psychologies sont tellement différentes et puis ce qu'on est en train d'évoquer, nos parcours, nos expériences, c'est toute la philosophie de ton podcast. Moi, j'adore l'idée d'être très exigeant à court terme sur des petites tâches et être beaucoup plus relax et flexible à long terme. C'est-à-dire, souvent, on se met la pression sur la finalité. Je veux créer la meilleure boîte possible sur tel sujet. Je veux absolument publier un livre, telle date, telle année, c'est mon objectif. Moi, je sais pas faire ça et je pense, dans la majorité des cas, c'est hyper démobilisateur parce qu'en fait, on se rend pas compte de toutes les étapes. Moi, en tout cas, ça me nourrit pas. En revanche, ce que je dis souvent, c'est non, au contraire, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est que je suis très exigeant sur la petite étape quotidienne, mais qui te fait avancer. Et là, par contre, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que ça, tu peux le faire. Par contre, là, tu t'es pas levé ce matin, tu l'as pas fait, t'as pas avancé là-dessus. Là, par contre, il n'y aura pas d'excuse. Tu pouvais le faire, tu avais tout le matériel pour le faire, tu n'avais pas besoin d'argent, tu pouvais avancer, et là, il fallait le faire. Je te donne un exemple. Tu as mentionné mon premier ouvrage, qui est sorti quand j'étais encore assez jeune. Il est venu parce que avant, j'ai toujours fait des petites choses gratuites dans mon temps libre. Quand je dis mon temps libre, c'était avant d'aller au travail, c'était les week-ends et c'était les vacances, parce que je bossais chez General Electric dans une grosse boîte, et je le faisais. Et là, par contre, j'étais vraiment, il n'y avait pas de pardon, quoi. J'y allais. Et donc, j'avais créé un site internet où je parlais d'éloquence, de rhétorique, je faisais mes propres articles, et puis, je sais pas qui lisait, je sais même pas si c'est quelqu'un qui lisait ça. Franchement, j'en sais rien, tu vois, j'en sais absolument rien. Mais tu faisais pour toi essentiellement. Mais oui, mais j'écrivais. Mais sauf qu'à un moment donné, Hachette, de nulle part. Je les connais de nulle part. À ce moment-là, je n'ai aucun réseau. Aujourd'hui, je pourrais dire, je connais les maisons d'édition, tout va bien. À l'époque, je ne connais personne. Hachette trouve mon contact via ce site en me disant, bonjour, enchanté. On a vu que vous étiez le seul à publier autant sur la prise de parole en public. Voilà. Ça se trouve, c'est la seule personne qui ait jamais lu mon éditrice, chez Hachette à l'époque, Hélène Gédouin, qui ait jamais lu ce truc-là. J'en sais rien, en fait. Sauf que, en fait, elle a vu tous les articles, et elle s'est dit, mais ce mec, c'est le mec pour écrire un livre. Et moi, au bout du fil, évidemment, oui, allons-y. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'étais hyper exigeant sur la petite chose gratuite que tu aurais toutes les excuses de pas faire.
Et là, par contre, moi, je suis intraitable avec moi. Là, par contre, il n'y a D'accord. pas d'excuse, tu vois. Donc, enseignement pour ceux qui nous écoutent, fractionner les gros sujets en plus petits sujets à traiter, et puis les exécuter les uns après les autres de manière assez obsessionnelle et maniaque, comme tu le dis et tu le fais, et te mettre en mouvement quelque part et sortir de cette inhibition en fractionnant en choses qui sont digestibles par nous et actionnables. Est-ce que toi, Adrien, tu as le sentiment aujourd'hui de t'être rapproché finalement de qui tu es vraiment ? Écoute, j'espère que le chemin ne se terminera jamais. J'espère qu'il sera encore très tortueux, parce que ça voudrait dire que s'il s'arrête et que je l'ai trouvé, l'immobilisme va m'attendre. Enfin, en tout cas, c'est ma manière, moi, de me raconter les choses. Donc, ce qui est sûr, là où tu as raison, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, j'ai le sentiment que j'ai trouvé un espace où je me sens heureux dans ce que je fais, où ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de l'énergie. Sans fausse modestie, je pense que je suis pas mauvais dans ce que je fais. En tout cas, les indicateurs me montrent que ça fonctionne. Donc tout ça fait que oui, ça surajoute à de la confiance déjà emmagasinée. Et donc j'ai le sentiment d'être à un bon endroit et que ce qui se présente face à moi en termes de projets et ma propre capacité à proposer de nouveaux projets qui m'emmènent toujours plus loin continue. Donc en ce sens-là, je dirais que effectivement, sur le plan professionnel et d'ailleurs personnel aussi, je me suis marié récemment, donc j'ai trouvé aussi une assise, un équilibre avec ma femme, Louise, et tout ça fait que, ouais, je pense que ces derniers mois, les choses commencent à se mettre en place. Néanmoins, j'insiste sur le fait que j'aimerais pas que ça devienne un endroit où voilà, le confort. Ouais, parce qu'encore une fois, je pense que ça me correspondrait pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'adore être dans une situation de découverte et donc d'apprendre, parce que étant quelqu'un d'immensément curieux, en tout cas j'adore me confronter à des nouvelles choses. Toi typiquement, je regarde le Vendée Globe, tout de suite ce qui me vient en tête c'est qu'est-ce que je peux faire un jour pour monter sur un bateau. Je sais pas nager, hein. Et donc mais néanmoins tu serais pas le premier marin qui sait pas nager. Ouais, mais tu vois ça me fait peur, tu vois, parce que du coup moi j'ai nourri une peur de la mer, et en même temps tout à coup tu vois ça déclenche tout un tas de croisements potentiels, de projets que je vois pas chez les autres. Enfin ma propre psychologie m'amène à ça. Et donc, donc j'aimerais que les chemins en fait se démultiplient, puissance 10 000 tout le temps, quoi. Ouais. Et d'avoir l'énergie de pouvoir se dire que je peux peut-être les emprunter à tel ou tel moment. Ça serait chouette. Ouais. Et on voit, ce qui te guide aussi, c'est cette soif d'apprendre, cette curiosité. Et pour toi, finalement, s'étirer pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, c'est ton mode de satisfaire cette curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est un antidépresseur. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en vrai, ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale, ça m'irait très bien. Tu vois. C'est-à-dire que tu ouvres un bouquin, tu regardes une nouvelle série, tu regardes un film, tu vas à l'opéra, tu vas au théâtre, tu rencontres des gens, tu les interroges, tu t'intéresses à leur boîte, même si franchement la boîte t'en a rien à faire, ils te parlent d'un truc où vraiment, mais a priori, mais c'est vraiment, mais c'est très loin de toi. J'essaye, et parfois c'est un effort, hein, je dis pas que c'est tout le temps, tu vois, facile, mais j'essaye de me dire, mais je sais pas, ça se trouve tu vas apprendre plein de trucs, ça va résonner avec plein de choses, et il y a combien de fois j'ai trouvé des idées chez des gens ou dans des réflexions en me disant mais en fait ça appliqué à tel autre domaine, c'est génial, c'est fantastique, la nouvelle porte que ça ouvre, et c'est vraiment un antidépresseur. Parce que tu as parlé de l'écologie, d'une forme d'éco-anxiété, de le monde dans lequel on vit. Moi, franchement, je crois que c'est la soif d'apprendre qui me maintient à flot sur mais attends, là t'as encore une infinité de choses à apprendre et sur des chemins sur lesquels cheminer, et ça c'est quand même une puissance de vie qui est absolument énorme. Je reviendrai sur un sujet un petit peu plus tard qui m'intrigue, qui est moins en alignement peut-être avec le sujet de ce podcast. Est-ce que finalement le vrai parcours c'est celui qu'on se raconte ou celui qu'on a vraiment effectué? Si tu veux, c'est Paul Ricoeur, le philosophe, qui a écrit Temps et récit, donc qui dit que nous ne sommes que ce que nous racontons de nous. Autrement dit, le récit que vous faites de vous devient vous. C'est ce qu'on appelle la puissance performative du récit. Je me raconte une histoire sur moi-même et ça a des effets concrets dans le réel. Vous allez finir par coller à cette histoire. Et donc ça, c'est à la fois hyper fort, parce que ça peut vouloir dire que ça peut vous transformer entièrement. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des psychologies qui ont besoin de passer par ça. C'est-à-dire, je veux me raconter cette histoire et ça va devenir performatif. C'est par exemple très bien connu dans les camps de concentration et ceux qui s'en sont sortis. Je pense à Maxime Gorky ou à Primo Levi. Exactement, qui se sont racontés une histoire d'un futur où ils étaient toujours là. Ils allaient surmonter ça. Et c'est ce récit sur eux-mêmes
qui a permis de résister aux pires atrocités. Donc ça fonctionne très bien. En revanche, moi, la manière dont je réfléchis aussi à ça, c'est que, évidemment, il y a un piège. En tout cas, on voit bien qu'il y a plein d'omissions potentielles. On se raconte une histoire. Donc ça veut dire, comme le dit très bien Paul Ricoeur, que vous choisissez un début, qui est un début que vous choisissez, un milieu et une fin. Donc vous faites que des choix que vous pensez très rationnels et très objectifs, mais en fait, qui sont complètement, potentiellement aveugles. Plein de missions. Sans vous en rendre compte, vous laissez de côté tout un milliard de paramètres et vous l'aviez même pas vu. Ça devient des zones complètement aveugles. Et donc là, il y a un truc qui est intéressant, qui est de se dire quelle est la différence entre ce que je fais vraiment et le récit que je raconte de moi. Et ça, c'est super intéressant. Où commence la transformation et où finit la mythomanie. Exactement. Faut trouver le juste milieu, quoi. Et il faut trouver le juste milieu. Et moi, je fais toujours un milliard d'activités entre les livres, le journalisme, travailler pour des dirigeants et des dirigeantes, mener des projets X ou Y. Et donc, cette question se pose toujours. Tu vois, t'as toujours envie de simplifier. Toi, c'est ce que je t'ai dit en premier. Moi, les récits linéaires, tu sais, c'est bien, mais je sais à quel point, moi qui, tu vois, forme à raconter des histoires, je sais à quel point c'est lacunaire. Et donc, j'adore ramener tout un tas de paramètres endogènes qu'on vit soi, mais aussi exogènes, parce que parfois on est simplement dirigé par le territoire, une rencontre, là où on habite, et c'est parfois même surdéterminant par rapport à soi. Ouais. Et donc ça, moi, en tout cas, intellectuellement, ça m'intéresse. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont en quête de transformation, pourquoi pas utiliser cette autosuggestion et essayer de devenir ce qu'on dit, quoi, quelque part. Absolument, absolument. Absolument. Et j'en reviens à ce que je disais sur le faire. Il a été démontré que dans la majorité des cas, et ça, il faut vraiment... moi, j'estime que c'est pas assez dit, c'est que souvent les grands récits qui ont guidé notre monde, ça peut être des idéologies politiques, ça peut être des utopies, ça peut être des religions, ça peut être des mythes, ont commencé par des actions. C'est d'abord du faire, et quelques années plus tard, une fois qu'on a eu une somme d'actions, de choses réelles, tangibles, on a créé un récit. Je prends la Bible, je prends juste simplement une religion, mais je pourrais prendre les 3 monothéismes. C'est d'abord des actions. Il y a d'abord eu un homme dont on sait qu'il a existé, qui s'appelle Jésus, qui était sur Terre, qui a fait des actions, peut-être pas aussi mythiques que celles qu'on raconte après, mais il a fait des actions. Et c'est après sa mort, de manière apocryphe, qu'on a rédigé la Bible. Donc, très important, le récit vient après. On a d'abord un homme qui s'est mis en mouvement. Et ça, c'est vérifié dans énormément de cas. C'est-à-dire que les gens font d'abord, et c'est après, peut-être des fois d'autres personnes, qui leur disent « Mais attends, mais ton récit, il est exceptionnel. Ça arrive tout le temps. » Moi, et je pense que c'est très banal ce que je viens de dire, mais ça veut dire, pour ceux qui écoutent le podcast peut-être, que en fait, chez moi, l'action, c'est pour ça qu'elle est surdéterminante. En fait, à un moment donné, ouais, on peut s'interroger sur ce qu'on raconte sur soi, on peut s'élaborer un récit. Évidemment, je le fais. Je ne l'exclus pas. Mais aussi, juste faire. Ouais. Et vous allez voir, le récit va monter tout seul. Parce qu'en fait, un récit, ça repose sur des actes quand même. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait des choses pour raconter un truc un peu vraisemblable. Sinon, ça reste un mythe. Donc, voilà. Sinon, ça reste un mythe. Ou si on était dans le monde des startups anglo-saxonnes, on dirait du bullshit. C'est sympa, mais ça n'existe pas. Et donc ça, c'est ce qu'on veut probablement éviter dans nos propres vies. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi, je pense que faire, créer, réellement, c'est vraiment penser le monde, quoi. Et c'est le mettre en récit de manière concomitante. Est-ce que toi, Adrien, au cours du chemin, tu as développé des rituels, des habitudes? Est-ce que tu as aussi des influences ou des rencontres qui ont été déterminantes dans ta transformation et qui t'ont accompagné sur ton chemin? Oui, alors rituel, c'est sûr, parce que c'est probablement lié à ma monomaniaquerie obsessionnelle, mais je suis quelqu'un d'assez superstitieux et donc j'ai pas mal de choses que je fais de manière structurée. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez rigoureux dans les petites tâches quotidiennes. Donc c'est vrai que j'écris tous les jours, j'essaye de commencer à travailler tous les jours tôt, même le week-end, parce que j'ai la chance de faire des choses que j'aime, et aussi lutter du coup contre une certaine forme de norme en vacances où on travaille pas. Ah bon? Moi en vacances je travaille, et je travaille même plutôt bien, parce que je suis ailleurs, dans une autre dynamique, et tout va bien. Si ça me rend heureux, ça me donne de l'énergie, en vacances on travaille. Mais tu vois, le regard des autres, des fois on te dit « Ah mais attends, lui il travaille en vacances, etc. » Donc c'est peut-être des choses basiques, mais mine de rien, ça forme un esprit, tu vois. Et donc oui, là-dessus, il y a quelques éléments que j'essaye de suivre. Et puis ensuite, les rencontres, il y en a eu forcément. Je citerai, puis je rendrai hommage à Clara Guémard que tu as mentionné chez General Electric, où c'était un stage de fin d'études, donc après le SCP Europe, et
Et c'est vrai que très tôt, elle m'a dit, donc je suis stagiaire, je suis très jeune, je suis pas censé être cette position en termes de stagiaire, parce que je dois écrire les discours, ce qui est normalement pas le cursus classique en école de commerce. C'est plutôt réservé à des personnes qui peuvent avoir fait Sciences Po ou l'université en lettres, ou l'ENS, ou l'ENA. Et donc, elle va, me mettre très vite à l'aise, et puis elle va me dire des choses du type, écoute, je vais pas te donner du travail à 100%. Donc, il y a une partie de ta responsabilité qui est de m'apporter du travail ou des réflexions. C'est-à-dire qu'on va être comme à l'entraînement, au tennis, et donc je vais t'envoyer la balle, et ton rôle, c'est d'envoyer plus fort. Et donc, l'idée, c'est qu'elle m'a engagé à, pareil, entreprendre de nouveaux sujets. Ouais. Et donc, j'étais capable d'arriver dans son bureau en disant, tiens, il y a tel sujet, j'ai trouvé ça sur un site, c'est un sujet qui commence à prendre de l'ampleur, est-ce qu'on se positionnerait pas dessus, ou est-ce qu'on l'intègre? Et là... là, c'est génial parce que c'est ultra puissant. Enfin, imagine un monde où 50% de ton temps tu fais le job et 50% tu l'inventes. Le monde de demain, c'est fou. Ouais. Et moi, c'est vrai que avec tous ceux avec qui je travaille aujourd'hui, il y a cet esprit-là, tu vois. Il y a cet esprit de dire, attends, t'as l'expertise, tu connais ton truc, a priori, on va bosser ensemble pour les bonnes raisons, donc vas-y, fais comme tu l'entends, prends l'espace. Et Clara disait aussi beaucoup ça, que j'aime beaucoup, prends l'espace. C'est-à-dire, dans une pièce, moi j'aime bien imaginer, je dis souvent ça aux gens, vous imaginez une pièce et puis prends l'espace et poussez les murs. En fait, vous savez, les murs, c'est des conceptions, en fait. Les murs, ils sont pas vraiment là, en fait. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, n'hésite pas à aller beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus franche. Ce qui, évidemment, revient à la différence. Parce que quand vous faites ça, tous les regards se tournent vers vous. Ah, tu oses faire ça. Mais c'est qui, lui, là, qui ose dire ça ou qui ose parler comme ça à la direction ou que sais-je. Moi, c'est vrai que j'ai ça en moi. Donc, c'est difficile de le transmettre parce que ça va avec de la confiance en soi. Mais cette idée que, en fait, on se conforme beaucoup à des normes, alors qu'en réalité, quand on les bouge, les gens avec qui moi je travaille, par exemple, au début, ils sont un peu surpris, mais en fait, très vite, ils disent c'est génial. En fait, très vite, ils disent, mais attendez, mais c'est génial, en fait, ce que tu me proposes. Ou je l'avais pas vu comme ça. Et en fait, dans la majorité des cas, les gens, ils sont hyper contents que quelqu'un ait remis en cause ça. Ouais. Parce que eux, ils ont juste pas vu ça, ou ils ont pas eu le temps. Mais en fait, ça provoque souvent beaucoup de joie et d'énergie positive. Ouais. Intéressant cette analogie de pousser les murs. En fait, toi, comment tu envisagerais qu'on puisse aussi repousser les limites de nos croyances, en fait, qui nous limitent souvent dans notre quête de transformation, précisément. Quelle approche tu as sur le fait de combattre ces croyances limitantes et de repousser les limites qu'on s'impose souvent nous-mêmes? Je dirais que ce que je fais toujours beaucoup, c'est essayer de passer plus de temps sur comprendre les autres, qui me parlent, qui est cet individu, dans quelle entreprise il travaille, quelle est cette entreprise. Donc vraiment un travail de recherche, de documentation qui est un peu plus poussé. Plus tu connais cet environnement-là, tous ces éléments-là, plus tu as une conscience de quels sont les murs. Et donc, chemin faisant, tu vas te dire tiens, ils font ça comme ça. Mais c'est étonnant parce que moi, j'aurais imaginé qu'ils fassent ça différemment. Et c'est là où ça commence à se mettre en place. C'est que souvent, quand tu commences à faire ce type de différence, disons que partie des personnes s'arrêtent en disant « moi, j'aurais fait comme ça ». Mais ils le laissent de côté. Alors que moi, je m'attache précisément à ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Et encore une fois, j'ai peut-être la confiance, peut-être trop d'ego, j'en sais rien. Peut-être que c'est une autre manière de le raconter, j'en sais rien. Pour dire « Attends, mais ça, si moi, je l'aurais fait comme ça, je vais quand même leur soumettre. » Et je leur pose la question. Ça, c'est mon métier. Attends, toi, tu me dis ça ou tu fais ça comme ça, mais pourquoi tu le fais pas comme ça? Parce que moi, je l'aurais imaginé ainsi. Et c'est là que ça devient Parce que là, plusieurs scénarios. Soit la personne se rend compte que, oui, t'as raison, c'est complètement débile de faire ça comme ça et on devrait changer. Ah non, on fait ça comme ça parce que, et là, tu gagnes en connaissance, qui est plus précise et plus fine parce qu'il te le décrit, etc., etc. Donc, c'est vrai que, disons que tous les éléments de surprise que tu découvres ou tu sens même que, à titre personnel, ça te parle pas. T'as toutes les choses où tu te dis, oula, cette culture d'entreprise ou la manière dont cette personne s'exprime ou en fait quand ça te parle pas, moi j'hésite pas à rentrer dans le débat et à faire valoir mes idées. Et c'est là où dans un dialogue ouvert et sympathique, tout se passe bien. Tu vois, c'est à la fin des fins, tout le monde a appris des choses et la maïeutique faisant, on a progressé tous les deux. Enfin ça, c'est ce que je fais et ce que j'adore, quoi. Ouais, maïeutique, tu peux peut-être définir. Ouais, la maïeutique, c'est l'art de faire accoucher la pensée des autres. La maïeutique vient du grec. Pensez aux ouvrages de Platon, par exemple, ce dialogue socratique où vous avez toujours une personne qui vient faire accoucher la pensée de l'autre, qui est très important, typiquement dans ce que tu fais aussi. Parce qu'il est difficile de mettre soi-même les mots sur ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Donc, c'est super chouette d'avoir
en ce qui me concerne, une femme, des frères, des parents, des amis, avec qui tu peux, comme disait Clara, jouer toujours le ping-pong, le sparring partner au tennis et se renvoyer la balle, quoi. Et ça, j'adore. Est-ce que sur ton chemin, on l'a vu dans ton enfance, tu as vraisemblablement rencontré des moments de doute ou d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements, tu en parlais. Comment toi, tu les as adressés, ces moments-là, et comment tu as essayé de les dépasser? Oui, j'en ai forcément vécu, et en même temps, je pense que je me suis blindé tellement, c'est-à-dire que avec ce que je t'ai raconté sur mes parents, la manière dont j'ai été éduqué, et peut-être moi-même la manière dont du coup je l'ai envisagé. Ce que je me suis mis en tête très tôt, c'est animé par cette forme de curiosité, d'être le meilleur, quoi, dans ce que je faisais. C'est vrai que ça m'a tenu. C'est un peu bête, mais c'est quand même ce qui m'a tenu. Donc je pense qu'il y a eu, si tu veux, le côté blindé. Si je le racontais de manière un peu moins chevaleresque, je dirais peut-être que j'ai tout simplement peut-être été aveugle à ces moments de doute. Et je pense qu'une partie de moi, il y a 10 ans, était très dure. Tu vois, j'étais beaucoup plus sec, beaucoup plus violent. Je comprenais pas trop la faiblesse, tu vois. Et franchement, si je suis honnête avec toi, aujourd'hui, il y a des fois où je me dis, bon, bah, ça va, tu vois. Là, c'est bon. Là, il faut passer à l'action, là, tu vois. Le monde t'attend pas. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, soit tu te relèves et tu marches, soit c'est sûr que c'est foutu. Ce que je viens de dire, parfois, je le pense au plus profond de moi, tu vois. C'est là. Je dis pas que c'est bien. Dans plein de cas de figure, ce que je viens de dire est une énorme bêtise. Mais c'est quand même là, ce qui veut dire quelque chose. Ça veut dire que la manière dont moi je me suis construit, c'est vrai que je pense que tout ce qui est du domaine du doute, de l'incertitude, de la fragilité, j'ai eu tendance à probablement le taire et à l'enfouir. Maintenant, à l'heure où on se parle, évidemment que j'ai beaucoup progressé là-dessus, que je m'ouvre beaucoup plus, mais à un moment où maintenant ça marche pour moi. Donc tu vois, c'est différent, parce que s'ouvrir quand tout fonctionne, là, je te parle à un moment où tout va bien, au niveau professionnel et personnel. Bah, s'ouvrir à ce moment-là, on va pas se mentir, c'est quand même un peu plus simple. Mais en vrai, si je suis vraiment honnête, je l'ai pas vraiment vécu. Franchement, hein. J'ai eu une chance inouïe. Enfin, j'ai bossé, j'ai saisi ma chance aussi, tu vois. C'est pas que de la chance qui est tombée, mais franchement, c'était inouï, tu vois. J'ai fait une prépa, ça a marché, une école de commerce, je me suis impliqué, je me suis lancé dans l'éloquence, j'ai gagné plein de concours, j'ai écrit des livres, j'ai fait ce que j'ai voulu et pas du tout le parcours classique. Aujourd'hui, je fais tout ce que j'aime quand je me lève le matin. Enfin, tu vois. Moi, je pense qu'une de tes grandes forces, c'est quand même l'action. Tu l'as répété à plusieurs reprises, et peut-être qu'il y a une forme d'incompatibilité entre le doute et l'incertitude, et le fait d'agir et d'être en permanence en mouvement, comme tu le décris. En tout cas, là où tu as raison, c'est que ça permet de conjurer immédiatement le doute. Évidemment, j'ai des moments où tu vas un peu moins bien, pour diverses raisons, où tu as un peu moins d'énergie, et que du coup, tu commences à hésiter. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que là, pour ma retraite ou pour mes futurs enfants, être indépendant, c'est pas un peu risqué ? Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, il y a plein de désavantages à être indépendant depuis 5 ans, tout seul dans son coin. Voilà, tout n'est pas magnifique. Et en fait, tu as raison, la manière dont je conjure ça immédiatement, c'est-à-dire que le pansement magique, le baume du tigre évident, c'est l'action. En fait, allez, avance. Avance, tu verras bien. Et si t'es le meilleur dans l'avancement et dans ton action, dans ton prochain livre, dans ta prochaine initiative, t'inquiète pas, ça va te tomber dessus. Voilà. J'ai l'impression que ça va me tomber dessus, j'en sais rien. Ouais, bah, ça a fonctionné jusqu'alors. Voilà. Mais le pari pascalien que je fais, c'est que il est évident que dans ma vie, il y aura une sanction magnifique sur cette prime à l'action. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une manière de raconter un peu le truc. Avec le recul maintenant sur ton parcours, quel impact, toi, tu dirais, cette transformation que tu as vécue a eu sur toi-même dans un premier temps, et puis aussi sur les autres dans ton environnement ? Bah, écoute, sur moi-même, comme on le disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire être un peu plus sûr des multiples chemins qu'on emprunte. Donc c'est très agréable sur ce qu'on veut faire, sur les choix qu'on est capable de faire. Donc moins subir des opportunités professionnelles et ou personnelles. Et donc c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, cette forme d'alignement, elle est très agréable. Et deuxième partie de ta question, essayer de le diffuser aux autres, le partager aux autres. C'est vrai que je vois bien que cette énergie-là que j'emmagasine, cette idée d'être curieux, d'avancer, de poser des questions, etc., bah, elle se diffuse, quoi. Et que autour, moi, je trouve ça agréable quand ça fuse de tous les côtés, y a des débats, on s'engueule, on n'est pas d'accord, tous les chemins se croisent. Surtout, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas un chemin à trouver. Je m'anime parce qu'en fait, j'adore ça, tu vois. Tu vois, c'est gargantuesque, quoi. Tu vois, c'est infini sur tous les sujets.
Donc ça, cette énergie qui se diffuse, c'est super fort, quoi. Ouais. Justement, cette énergie, on n'en a pas trop parlé, mais d'où tu la tires, cette énergie? Est-ce qu'il y a une part d'acquis? T'as des trucs? Ou est-ce que c'est vraiment purement Le en truc, toi? c'est déjà faire du très bon café, s'intéresser de manière monomaniaque au café, comme je peux le faire. C'est en moi parce que je m'intéresse à un truc qui est ma passion. Je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'à un moment donné, quand vous avez une passion, moi, ma passion, elle touche à plein de sujets. Parce que ma passion, c'est de faire parler les gens, c'est de découvrir qui ils sont et c'est de mettre en récit le monde. Alors, il s'avère que du coup, je m'intéresse autant au Vendée Globe qu'au whisky, qu'au café, etc. Bon. Mais il y a des gens pour qui leur passion, c'est le piano. Ou c'est le banjo, j'en sais rien. Mais c'est tout aussi génial. Et je suis persuadé que si tu mets tout le monde dans des conditions d'être face à sa passion, à ce qu'il aime, mais l'énergie, cette personne en a autant que moi, voire plus que moi. C'est évident. En fait, ce qui me rend triste, c'est de voir autant de gens justement qui n'ont pas ce sourire, cette puissance de conviction, cette confiance. Les gens, par exemple, on parlait de la confiance. C'est typique. La confiance, elle est situationnelle. Elle se décrète pas. Les gens veulent avoir confiance en eux tout le temps, dans tous les moments. Mais c'est impossible. Moi, tu me mets dans une situation donnée, sur un bateau, un catamaran ou un IMOCA du Vendée Globe, j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai peur. Je sais pas nager. Je connais rien. Je sais pas ce qui va m'attendre. Mais je me liquéfie. Mmh. Donc, je n'ai pas confiance en moi. La confiance, mais c'est comme la prise de parole en public. On n'est pas bon tout le temps. Non, on est bon dans des contextes qu'on connaît, sur des sujets qu'on connaît, qu'on a eu le temps de les préparer. Mais c'est très différent, ça. La confiance, c'est pareil. Donc moi, quand les gens veulent avoir confiance en eux, déjà dans ma tête, c'est oula, alerte. On n'a pas confiance en soi. On a confiance en soi quand on a trouvé une manière de faire, une connaissance de soi, un sujet auquel on s'intéresse, ou dans tous ces paramètres, et il y en a beaucoup d'autres, on peut avoir confiance. Ouais, où on est en contrôle, on est en maîtrise d'un sujet. Il y a du contrôle, il y a de la maîtrise, il y a de l'envie. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'est un alignement de multiples paramètres qui vont faire qu'à la fin, oui, je peux dire que là, tu es en confiance. Et je le sens. Parce que de manière mécanique, j'ai du sourire, j'ai de l'enthousiasme, de la curiosité, l'envie de partager. En revanche, vouloir chercher la confiance en soi tout le temps, moi, je considère que c'est pas possible. En tout cas, je m'attaque pas à cet Everest-là parce que franchement, je pense qu'il n'est pas réalisable. À quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi, Adrien? Est-ce que tu l'as imaginé? Franchement, je sais pas précisément, mais j'espère plein de nouveaux projets, plein de nouveaux livres, j'espère même peut-être des documentaires, des reportages. Ouais, tu peux nous parler un peu de ton actualité, ouais? Ouais, écoute, là il y a donc tu l'as mentionné, mais il y aura un livre qui sort en mars prochain, avec Jean-Marc Rochette, donc un ancien alpiniste et maintenant auteur de bande dessinée et peintre. Et j'ai pas mal de projets aussi que je vais essayer de mener en Espagne, à Grenade. Difficile de répondre sur la forme que ça peut prendre, mais en tout cas, voilà, guidé par tous les éléments qu'on a évoqués ensemble. Et après, je pense que au fond, l'idéal du futur de ces chemins, c'est vraiment de partager encore plus au plus grand nombre ce que je fais et qui je suis à travers ce que je fais. Parce que là, je suis en quête, là très précisément à l'heure où on parle, d'arriver à mettre dans mes récits qui je suis. Qu'on se dise ah oui, là c'est Adrien qui a écrit. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un style, il y a une manière de faire, il y a une approche. Là, je sens que j'y suis pas. Tu vois, j'avais une manière d'écrire assez académique, qui s'améliore. Ouais. Mais clairement, j'ai pas réussi à trouver ce qui fait que c'est mon écriture. Et comment t'opères ce rapprochement, justement? Comment t'essaies d'être plus toi-même? Écoute, c'est au fur et à mesure des projets, c'est au fur et à mesure de cette liberté que tu peux gagner, de la confiance que tu reçois des autres sur ce que tu fais au fur et à mesure. Les gens qui te disent, là, c'est super, ou va plus loin. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des éditeurs et des éditrices qui sont très chouettes et qui m'accompagnent là-dedans. Et puis encore une fois, oser suivre parfois ce que les autres vous déconseillent. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un te dit, non, on fait pas comme ça. Tu vois, ou ça, c'est pas comme ça qu'on écrit ce type de livre. Au nom de quoi, en fait? C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand les gens me disent ça, je suis toujours, mais en fait, mais d'où tu sors ça? Il y a une manière d'écrire. Mais non, mais tu vois, d'où tu sors ça, tu vois? Si les artistes s'étaient dit ça, au cinéma, dans les books, non, mais ça n'a aucun sens comme raisonnement. Donc, je dis pas que je vais pas finir par faire ce que tu me dis de faire. C'est pas ça. Je dis juste que, déjà, je vais m'interroger sur ce que tu es en train de me dire. Parce que ça se trouve, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est précisément ce que tu me dis, ne pas être bien. Mais on verra ensemble, on discutera. Et ça, je pense que je me suis trop conformé maintenant à ce qu'on me disait. Mais là, je sens que je commence un peu à me rebeller encore plus. Et peut-être effectivement donc suivre cette voie intérieure qui me mène vers peut-être des sujets différents ou des styles d'écriture différents. Excellent.
Alors Adrien, tu sais, il y a une tradition dans ce podcast, ça finit toujours par une série de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Et l'idée, c'est de répondre à un maximum de ces questions en moins de 2 minutes. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Je lis Al-Andalus, une histoire musulmane de l'Espagne, donc pour un futur projet. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Oui, beaucoup. Ishmael de Daniel Keane, qui est un entretien, un dialogue socratique entre un trentenaire et un gorille, donc c'est métaphorique, sur les grandes questions du monde. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, j'écoute Santo Govi, qui est un guitariste allemand, mais qui fait plutôt de la musique hispanisante. Quelle est ta citation préférée? Alors, c'est pas une citation, c'est une phrase tirée d'une lettre à la Genèse de Élie de Saint-Marc qui dit « Il ne faut pas s'installer dans sa vérité et l'asséner comme une certitude, mais savoir l'offrir en tremblant comme un mystère. » C'est très beau. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Allez, 2 dramaturges, Yasmina Reza et Wajdi Mouawad. Comment commences-tu ta journée? Café, French Press. Quel talent aimerais-tu avoir? Lire toute la bibliothèque du monde en une journée. Quelle est ta plus grande force? Curiosité. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Le café. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Faut toujours être le plus jeune à la table. C'est Clara Guémarque. Ouais, c'est Clara Guémarque qui m'a dit ça. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Ma femme, qui n'est pas une chose, mais une personne, mais ma femme en premier. La plus grande bibliothèque du monde, toujours. Et du whisky. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Le whisky, non, je rigole. L'action. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que ça va tanguer, ça va être dur, mais que l'aventure en vaut la chandelle. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'inaction. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? L'action. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? La générosité, quelqu'un de généreux. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'ouvrirai une distillerie. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Tout va bien se passer, ça sera que de la joie et que du bonheur. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Théo Skoubla, qui est le fondateur de la start-up Each One, qui travaille à la réinsertion des réfugiés. Entrepreneur génialissime. Sublime. On attend d'accueillir Théos sur ce podcast. Merci Adrien pour ton témoignage inspirant et bonne suite du chemin. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Adrien. Premièrement, pour trouver notre voie, écoutons notre corps et suivons notre énergie. Là où ça vibre. Avançons préférablement vers ce qui résonne en nous, car c'est souvent là que se trouve notre vérité. Deuxièmement, pour s'attaquer à de grands desseins, il est important de les fractionner en petites étapes concrètes et de les exécuter quotidiennement avec rigueur. Cette discipline crée l'élan nécessaire pour accomplir nos aspirations sur le court terme, tout en restant flexible sur le long terme. Troisièmement, nourrissons notre esprit par la découverte des perspectives et des expériences des autres. Chaque rencontre, même divergente, est une source précieuse pour élargir nos horizons et remettre en question nos certitudes. Quatrièmement, n'attendons pas que nos idées soient parfaites pour agir. C'est dans le mouvement et l'expérimentation que nous affinons notre pensée et trouvons des solutions nouvelles. Cinquièmement, avoir confiance en soi, ça ne se décrète pas. Acceptons le fait que la confiance n'est pas une condition permanente, mais plutôt le fruit d'une bonne préparation et d'une maîtrise croissante de nos sujets d'intérêt. Et enfin, rappelons-nous que tout peut s'arrêter demain. Cet ancrage dans l'impermanence doit nous pousser à agir sans procrastiner et à donner du sens à chaque jour de nos vies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.